qui a vraiment fait bâti l'éducation juive, toujours à l'ombre du rabbi. Et en ce qui me concerne, je voulais rappeler de lui une qualité extraordinaire. C'est qu'avec toute son intelligence, un homme, ça c'est une chose supérieurement intelligent. Vraiment, un QI largement au-dessus de la moyenne. Il se déplaçait de Paris, ce n'est pas une mince chose. Il se déplaçait pendant des années, il se déplaçait pour assister à mon cours, le cours que je donne le dimanche matin aux gens de l'extérieur, quoi. On appelle l'extérieur, hors collège. C'était dans l'enceinte du collège. Et il se déplaçait, il posait des questions. Mamash, quand même pas shoot. Alors, Mamash, c'est quelqu'un, un Ishfarim, un homme qui comprenait. Et d'ailleurs, ses enfants, bon, Hachem, le Ravi Yaakov Habib, c'est Mamash, un Dayan, un Gaon, c'est des enfants brillants, et filles brillants. Et pour moi, je garde cette modestie qu'il avait de venir s'asseoir avec tout le monde, comme ça, alors que vraiment, il avait de quoi dire, etc. Bon, voilà. Donc, c'est bien je suis très content ce soir donc, de consacrer ce shiur, Leilou Nishmato. Donc, Mesod Ben Yaakov, Habib, Zichrono, Livracha. Écoutez, je vais commencer. Voilà, c'est quelques minutes qui font le pont avec le cours. En attendant que le cours se garnisse, on va dire, on est encore dans les Hashpaot de Purim. On est encore dans on va dire les 3 jours de Purim. Hein. Chazaka, on est dans les 3 jours de Purim. Donc, je vais encore redire un mot sur Purim. Il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec la paracha de la semaine, il faut vivre avec les Yom HaDepagran aux jours de fête. Un point. Il y a tellement de choses à dire sur Purim. À Pour, à Tchemapour. Le Aguda, si je me rappelle bien, qui dit la chose suivante. Il pose la question que tous les Mfarshim demandent, qu'il faut Adelo Yada, Ben, Arour, et Baruch Mordechai. On doit boire jusqu'à ce que l'on entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Bon, tout le monde qu'est-ce que ça veut dire? Arriver à Tchirkout Lot, il faut arriver quoi? Être tellement sous, tellement ivre, qu'on arrive, on balbutie, on arrive à se tromper, on va dire Shalom, Baruch Haman. C'est quoi le pshat? C'est-à-dire qu'on va confondre les deux. Il y a une multitude de sur cela. Bon, le Ramadan, on dit bon, il faut dormir un petit peu, boire, et puis dormir un peu. Bon, pendant qu'on dort, on ne fait pas la distinction, et donc voilà, on est quitte. En dormant un petit peu, bon, il y a de multiples explications. Ce Rishon explique la chose suivante. Si vous regardez Abu Haman et Baruch, ils ont la même gematria. Donc, je m'en souviens, 502, des Ramazim, Alpi Kabbalah. La même gematria. Donc, il y a un lien entre les deux. Baruch Mordechai, Abu Haman. C'est quoi le lien entre les deux? Je vais comprendre le bien et le mal. Haman, c'est le symbole du mal. Mordechai et Yehudi, c'est le tzadikador. Le Neshama Klali du Dor. Tu vas les confondre les deux. Il explique comme ça. Moi, c'est des Rishonim, hein, mais très un vort chassidique. Bon. Ça fait partie de notre émouna, la émouna du juif, de savoir que En Ra Yored Il n'y a pas de mal qui descend dans ce monde d'en haut. Très difficile à admettre, et à comprendre, très difficile à intégrer, à ingurgiter ce concept. On sait tous que le mal existe, on sait tous que la douleur existe. On prie toujours pour ne pas être malade, pour être en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dire qu'on va confondre entre le bien et le mal, entre Baruch Mordechai et Arour Haman, nous explique le Aguda et dit la chose suivante. On va voir, pour s'imprégner du fait que oui, c'est vrai que tout ce qui se passe dans le monde, c'est le bien. L'Arcide explique que ça vient de Olam Deit Kassia, du monde caché et tout, qu'on ne peut pas voir quelqu'un qui souffre, on va dire c'est bien au moment où il souffre. Plus tard, il va voir que cette souffrance lui amener un bien, un mieux, peut-être, mais au moment où il souffre, il souffre. Bien, à Purim, on a un Or Min Hashamayim qui nous fait ressentir cette chose. Il nous fait ressentir ces choses. Que
tout ce qui semble à nos yeux négatif, et ça, je en parle ce soir pour s'imprégner de ces concepts. Il faut vivre avec. On a un petit problème pour l'instant qui paraît insurmontable. Sois convaincu qu'il est insurmontable. S'il est insurmontable, c'est que c'est aussi le bien. C'est le bien pour toi. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu attendais une maison, tu ne l'as pas eue, c'est le bien pour toi. Cette année, tu attendais un heureux événement, il n'est pas arrivé, c'est le bien pour toi. Tu vas boire le jour de Purim jusqu'à ce que tu conçoives la shon klita, la shon da'at, arriver à da'at de ça. Ça veut dire argacha, sentir cette mourgache que ce qui nous paraît être le mal dans le monde, c'est finalement le bien. Parce que finalement, à la création, Adam Arishon, le serpent, le mal, mais tout ça, c'est une création de Dieu. Il fallait le mal pour qu'il y ait le libre arbitre. Et donc, le jour de Purim, on a cette ségoula spéciale, cette espèce de magie qui arrive, qu'on avait à ressentir que tout est pour le bien. Je conçois que vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil tout cela, mais on voit tellement de choses négatives. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une vision générale des choses. Si on avait une vision cosmique des choses, on verrait que c'est le bien. Mais en tout cas, le nafkamina pour nous, la conséquence pour nous, c'est qu'on doit vivre l'événement actuel comme si c'était du bien. Je vous donne un petit exemple parmi des milliers. Il y a 100 ans, une famille de 10 personnes vivait dans une pièce. Vous croyez que ces gens qui vivaient dans une pièce souffraient de cela? C'est un peu serré. Ceux qui ont vécu, nous-mêmes, moi je viens d'Afrique du Nord, on a vécu dans des petites maisons, on était comme on dit, entre guillemets, les uns sur les autres. On dormait par terre, comme on disait. On mettait des couvertures un peu confortables. On dormait par terre. Aujourd'hui, catastrophe, c'est au-dessous du seuil de pauvreté, c'est impossible. On va faire un appel pour ramasser, pour acheter des lits à ces gens-là. Demandez. Ils ont vécu très, très, très heureux dans leur petite bicoque, là, dans leur petite maison. C'est un exemple parmi d'autres. Ça veut dire que ce qui nous paraît être l'étroitesse, le manque, le mal, je veux plus, en fait, c'est pas vrai. Et celui qui s'habitue à cette chose-là, qui est Samer Bechelko, attention, pas mista, pas qui se contente, il est Samer Bechelko, c'est ça que j'ai veut pour moi. Alors souvent je souris en famille, allez, on est entre nous, c'est vrai. Que je m'enverrai des milliards maintenant, quelque jour à faire, c'est un gros souci, j'aurais commencé à demander à des Gdolim, qu'est-ce que je vais en faire? Ça va me mettre un souci en tête, et pas pouvoir étudier comme je veux. Et pourtant, pour beaucoup, être milliardaire, c'est le bien absolu. C'est pas vrai. Il y a des gens, des milliardaires qui sont devenus fous. Le rôle des non-juifs qui deviennent milliardaires, ils deviennent fous. Il faut que ça suive. Et souvent, ils claquent tout, ils se retrouvent avec rien du tout. Arour, Aman, Baruch Mordechai, tout ce qui nous paraît dur, il faut vivre vraiment, le ressentir. Encore une fois, c'est dur. Hein, ne me défiez pas, me dites, ah oui, mais c'est facile à dire. Oui, c'est plus facile à dire qu'à ressentir, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Hein. J'ai envie de vous dire Avat Hashem, aimer Dieu aussi, c'est dur. Et pourtant, tous les jours, tu marques la Torah, pourquoi? Parce qu'à force de le lire, de le répéter, de le vivre, alors on arrivera que le négatif, c'est Bamat, Mehmet, un Baruch Mordechai. C'est bien. On le verra un jour, on le verra peut-être pas. On le verra peut-être pas. Mais c'était bien. Il y a plein de choses qui nous arrivent, plein d'événements comme ça qui auraient pu nous arriver négatifs, qui sont pas en Balanes Makeret Niso. Celui qui vit le Nes, il n'est même pas. Voilà donc le petit enseignement que je voulais partager avec vous, hein, de Arouhaman Baruch Mordechai. Le bien, le mal, Dieu est au-dessus de cela. Le mal, c'est lui qui l'a créé pour le bien, pour que ce soit bien pour nous, pour qu'on ait une récompense. Quelqu'un qui se fatigue, qui s'investit pour gagner, pour avoir une smicha, il s'investit, il est fatigué, épuisé et tout. Et au bout du compte, eh bien, il a acquis ce qu'il a acquis. Il est arrivé à... Alors, pourquoi Dieu n'a pas... Dieu, il est kol yachol, il peut tout. Il aurait pu nous trouver des systèmes, peut-être. Pourquoi il a décidé? Mais pour vous dire qu'est-ce qui est mieux, comment il a décidé le mécanisme mondial, comment le monde il avance, comment on arrive à dire Datartonim. Oui, dire Datartonim, c'est des efforts. Adam, les Amal Yulad, comme ça Dieu a décidé. Il a décidé on a été créé pour s'investir, pour être fatigué. Fatigué, ça veut dire tous les instants qu'on a,
ils sont consacrés à Dieu. Toutes les pinottes de notre jour, tous les petits coins, les recoins de notre journée, c'est consacré à Dieu. C'est dur, encore une fois, hein, on n'en peut plus, je lève ma tête de la de mon étude, ce que je fais, c'est très difficile. Ok, il faut des fois respirer, aller prendre un peu d'air à la fenêtre et puis revenir. Oui, remplir sa journée, que ce soit 100% plein, c'est très dur. Mais on sait que ça, c'est le bien. Ça, c'est le bien. Que ce soit dur, ça, c'est le bien. Voilà ce mot d'Arishon, les 502 communs, le chiffre commun entre maudit soit Mordechai et maudit soit Haman. Maudit soit Haman, c'est aussi du bien. Voilà. Alors on va tâcher, j'ai tâché de vivre avec ce mot pendant Pourim. J'ai vu en tâchant d'intégrer ce mot jusqu'à temps qu'on arrive avec, en espérant ni on se souhaite l'autre ni les divisayon, l'autre ni les nisayon. On ne veut pas de nisyanot, hein, je ne parle pas de nisyanot. On veut le bien, on veut la richesse, on veut la bonne santé, on veut tout. Mais on est au courant. On est au courant de ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, c'est Hachem. Puisque c'est Hachem, c'est le bien. Un concept, on va dire, très très souvent classique, qu'on trouve dans les Rishonim, etc. Donc, je me suis aujourd'hui, on va laisser pendant un petit moment, quelques semaines, peut-être la halachot Shabbat, parce que maintenant, la première chose, c'est que Shloshim Yom Kodem Echag, Dorshim Bilchot Echag. 30 jours avant les fêtes, on enseigne les halachot de la fête. Donc, on s'approche on est déjà le 17, hein, c'est la nuit. Pour le moment, on est le 18, on est le Chai Adar. Donnez-moi des brachot. Aujourd'hui, c'est mon Yom Houledet, c'est mon anniversaire. Hein, Mazal Tov. Mazal Tov. En bonne santé. Le mazal du poisson et en plus Chai. Et c'est un grand mazal au Hachem. Donc, ce mazal, et donc je me permets, vous savez qu'on a dit on est bas la brachot, je vous donne à tous des brachot de bonne santé, Amen. longue vie, matérielle et spirituelle. Amen. Juste une petite anecdote avant le début, si vous me permettez, Rav Zerbib. Allez-y, oui. Et en fait, il y a un peu plus de 40 ans, quand je n'étais pas encore religieux, le premier Chabad que j'ai rencontré dans ma vie, c'était Mesod Habib, qui habitait dans le même immeuble que moi, 41 rue Parmentier. Il a frappé à ma porte pour me faire allumer les bougies de Hanouka. Voilà, c'était une anecdote. Alors donc nous allons commencer, donc je disais les halachot qui concernent Pessah. Donc maintenant on est 30 jours, un peu moins maintenant de 30 jours en Pessah. Donc on se prépare. À quoi on se prépare? Déjà, avec les Juifs, d'argent, on va mettre un peu d'argent de côté, qui a un nom dans Maotritim. On donne de l'argent pour acheter l'argent des chitim, des grains. Des grains, ça veut dire des matzot et tout ce qui est autour, le vin, etc. C'est connu que c'est une période d'abondance. Hein. Il y a des colis de Pessah qu'on voit tout le monde. S'assurer que tous les Juifs ont ce dont ils ont besoin pour les Zdarim, pour les fêtes, pour les 8 jours de Pessah. Donc, ça s'appelle Maotritim. Hein. Donc, c'est un argent spécial, hein, comme il y a Matanot Evionim, comme il y a une Mishloach Manot, il y a une Mishloach qui s'appelle Maotritim. Donc, mettez de l'argent, on les donne en général aux responsables, aux rabbinim qui s'occupent de ça, ou bien aux responsables de la Keila, qui connaissent les gens en difficulté. Et donc, il y a un peu d'argent qui est hors Maaser, rien à voir avec le Maaser, rien à voir avec la Zaka classique, mais qu'on donne spécialement pour Maotritim. Ensuite, de Rosh Chodesh, nous avons l'habitude de lire la Parashat Nessim. Nessim, donc vous le trouverez ça dans les Sidurim, et qui se conclut avec un Yehi Ratzon. C'est un texte très très chachou, parce qu'on est juste avant d'inaugurer le Beth Amikdash, le Mishkan. Le Mishkan, comme on en parle dans le Tanya d'aujourd'hui, c'est Ashrat Ashrina, la Shrina qui descend dans ce monde. La Shrina, elle est partout, vous savez bien, mais il y a de la même manière que le homme, il est plutôt dans le cerveau et il se diffuse dans le corps, de la même manière, la Shrina, elle descend dans le Mishkan, elle dans le monde. Donc on lit cette paracha et chacun des Nessim donc est mentionné, chaque tribu est mentionnée et qui a participé, donc il est partie prenante dans la confection, hein, dans l'érection du Mishkan. Donc tâchez de le faire, hein, ne pas oublier. En général, on le rappelle à la choule, n'oubliez pas avec le Yiratzon
que l'on dit, on dit si je fais partie de telle tribu, etc. Et on continue donc la parashat Hadashim. Ensuite, autre chose, pendant le mois de Pessah, il n'y a pas de ta'aniot. Le seul ta'anit que l'on puisse faire, c'est le ta'anit de Tchouva, etc. Donc, on peut le faire pendant le mois de Nissan. Mais sinon, on ne fait pas de ta'aniot. Ceux qui ont l'habitude de faire des Khatsitanit ou Tanit entier, bien que bon, dans nos générations, ce n'est pas recommandé, mais il y en a qui font quand même. La halakha dit qu'on ne le fait pas. Ensuite, les autres mitzvot qui sont en rapport avec le mois de Nissan, c'est le fait que le renouveau de la nature, la sève qui monte dans les arbres, appelle une bracha. Les Chachamim ont voulu qu'on apprécie cette chose-là. Et donc, vous savez tous qu'on fait ce qu'on appelle Birkat Hayilot, une bracha spéciale que vous trouvez dans les Sidurim. N'oubliez pas de le faire, certains le font, les Sfaradim le font avec des Yiratzon, etc. Chez Chabad, on le fait de manière un peu moins de publicité là-dessus, mais tâchez de bien le faire. Et je vais ajouter un petit détail, il est bon, lorsque vous faites Birkat Ha'ilanot, de le faire la première fois que vous voyez un arbre. Dès que vous voyez que les bourgeons sur l'arbre, c'est bien de le faire seulement en Nissan. Hein. Faites attention, bon, il y a des discussions dans des poskim, mais on peut le faire avant ou même après, en Ya. On retient qu'on le fait au mois de Nissan, tout le mois de Nissan. Et tâchez de le faire, ne passez pas 10 fois devant des arbres comme ça en fleurs, les bourgeons sans le faire en attendant un jour pour le faire. Non. Dès que vous voyez un arbre comme ça, en général on le sait, eh bien on fait la bracha. L'Echatechila, on tâche d'avoir deux arbres et fruitiers. Pas sur des arbres srak. Il y a un srak, c'est des qui ne sont pas fruitiers, qui sont stériles. Donc, l'Echatechila, deux arbres fruitiers. Bediavad, un seul suffit, mais toujours fruitier. Et qui commence à bourgeonner. Et l'Echatechila, la première fois. Il y a toute une discussion. Si on a raté la première fois, on est passé plusieurs fois devant un arbre, on l'a pas fait. Est-ce qu'on peut le faire? Certains veulent être médaillés avec du Admorazaken, quelques non. Certains disent que non, c'est l'Avdavka. Bon, le Mishtabura tranche que si on l'a pas vu la première fois, on a vu la première fois sans faire la bracha, on peut se rattraper la fois suivante. Mais ne pas tarder, n'attendez pas la dernière minute. Dès que vous pouvez le faire, vous le faites. Et si vous le faites en groupe, c'est encore mieux. Berov, Am, Abrat Meler. Voilà donc déjà un petit résumé des halachot à Pessah. Donc je vous les résume. Donc Maotritin, préparer un peu d'argent pour ceux qui sont dans le besoin. Ensuite, on ne dit pas les tachanounim, ça je ne l'ai pas dit. On ne dit pas les tachanounim pendant tout le mois de Nissan, le jour de fête. Donc tous et le mismor qui est toujours lié au tachanounim, on ne le fait pas pendant le mois de Nissan. On ne fait pas de jeûne pendant le mois de Nissan, de Ta'aniot. On lit la paracha des Nessim 7 jours avant Nissan. Et on fait, dès qu'on est en Nissan, la Birkat Ha'ilanot le plus tôt possible, ne pas attendre de faire Birkat Ha'ilanot. C'est un Shevar d'Hachem. Et comme toute chose, si on veut faire un travail là-dessus, c'est penser que pourquoi on fait une bracha, c'est une louange d'Hachem. Parce que de même que Akashbouk renouvelle la sève dans les arbres afin qu'ils donnent des fruits, cette sève, vous savez très bien que au mois de printemps, on est quand même plus en forme, on sent que la nature de laquelle nous faisons partie, nous participons, sont un élément de la nature, bien il y a une sève nouvelle, des forces nouvelles, le soleil réapparaît. Peut-être en Israël, vous avez plus de soleil, mais en France, au Hachem, comme les jours que nous vivons maintenant, le soleil apparaît, on sent qu'on revit, le ciel est bien bleu, le soleil brille, et ça redonne des cochottes pour servir mieux. Il y a un mot du Rabbi Rayatz qui disait que c'est plus facile de servir Hachem en été qu'en hiver. C'est-à-dire le fait qu'il y a le soleil matériel, c'est bien une preuve qu'à la source, il y a une étinat de Korach, une force que Dieu donne pour que le clan Israël serve Dieu avec plus de chaleur, plus d'intensité. Voilà donc le mois de Nissan. Maintenant, la première partie des halachot proprement dite,
Je vais vous dire quelques éléments, on va dire quelques conseils aussi. Beaucoup d'entre vous vont commencer là, et à partir oui, déjà on se formate, je veux dire, on se formate, on se met en mode pessartique. Ça veut dire que maintenant on est spécialement vigilant de ne pas manger du chametz avec des livres ouverts. Il y en a qui le font toute l'année, mais bon, en tout cas pendant cette période, c'est particulièrement recommandé. Et si, pour une raison quelconque, vous avez mangé un gâteau avec un livre ouvert, tâchez de nettoyer, hein, de secouer ce livre-là. Bon. Donc pensez bien que faites attention maintenant, tâchez de ne pas mettre de livres sur des tables, quand il y a un table de Farbringen, faire attention, ou alors vous mettez sur les tables de Farbringen que les Birkat Amazon, par exemple, ou bien certains sidourim qui traînent de toute façon, que l'on va bien bdiquer, bien nettoyer après. Je parlerai ensuite de la bdika dans les sfarim, plus tard. Donc, on fait attention, et vous savez très bien que on commence à faire le ménage de la maison. Quand on fait le ménage de la maison, il y a un moyen de faire en sorte qu'une fois que le ménage est fait, il n'y a plus. Je m'explique. D'après la halakha pure et dure, on est tenu hors les arba'asa le soir, les 10 4 cette année c'est jeudi soir, hein, c'est un jour avant parce que le seder c'est samedi soir. Il faut être bodek, les oraner, tous les endroits chez Martissim Bohamed, tous les endroits dans lesquels il y a du Hamed dans l'année, il faut aller le chercher. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'immense travail qui est exigé pour faire une telle bdika. On raconte, que l'Admorazaken est passé toute sa nuit alors qu'il n'avait qu'une seule chambre et qu'il n'y avait pas beaucoup de meubles. Bon, mais on imagine que les tzadikim Avdolim, ils étaient plus dans des inyanim de kavanot que techniques. Mais nous, surtout maintenant, certains ont des grandes maisons, les chambres des enfants bourrées de livres, bourrées d'habits, et les enfants, ils mangent leur gâteau et après pourri, mais les bislis partout. Théoriquement, le papa ou ceux qui font la bdika le soir, le bdika tramet, sont tenus d'aller chercher partout. Alors, il dit, on a fait le ménage. Oui, mais le ménage, ce n'est pas une bdika. Un ménage, on a nettoyé. Ça correspond à ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, que Kodel l'abdika, on balaye la maison. Donc, on a balayé la maison, quelque sorte. Mais il faut l'abdika, vérifier qu'il ne reste rien. Donc, un conseil. J'ai trouvé une année d'ailleurs que c'est une anhaga, hein, une attitude qui était pratiquée dans la maison du Rabbi Rachab, Nishmato Eden. Imaginons que vous avez un placard que vous nettoyez. Nettoyez le placard. Vous avez enlevé de ce placard peut-être tous les ustensiles, tous les kélim, etc. Puis une fois que tout est nettoyé, vous remettez tout. S'il y a eu du khamed dans ce placard, le père doit faire la vérification le soir. Donc, c'est un conseil que je donne, comme ça on le faisait dans le Bet Arachab, comme ça c'est marqué, c'est ramené dans les Sfarim. Ce que vous faites, Pachout, la maman ou les enfants qui font ce ménage dans certains endroits, ils font l'abdika quand ils ont fini le nettoyage. Un placard avec toute l'année, il y a de la farine, etc., etc. On a enlevé toute la farine, on a tout nettoyé. Ce que l'on peut faire, c'est qu'avant d'abandonner ce placard, le fermer, on va dire voilà, ça y est, faire une bdika avant. Alors pour faire l'abdika, il y a un problème. Est-ce qu'on peut faire l'abdika le jour? Pas évident le jour. Si on est dans un makom qui s'appelle Arsadra dans la Gemara, c'est-à-dire vraiment c'est très ensoleillé, bon, ben, on regarde, il n'y a plus, c'est fini. Si c'est un endroit qui est sombre, un peu sombre, là, pour que ça marche, il faudrait prendre vraiment une lampe beaucoup, très très forte et avec laquelle vous êtes de bodek ce placard en question. Une fois ce placard, ça, il est caché à l'épaisseur et bdiqué aussi. Il n'y a plus besoin de retourner. Bien sûr, il faut mettre un scotch dessus et plus le réutiliser. Je vous donne l'exemple le plus courant de cela. Beaucoup d'entre vous déplacent des meubles. Derrière les meubles, il y a très souvent des miettes. Vous remettez le meuble en place. Le soir de 1400 mètres, on ne va pas tout redéplacer. Finalement, cet endroit où il y avait du Hamet, derrière la gazinière, etc., on ne va pas le bdiquer.
Donc, ce que je dis, ce que je conseille toujours, c'est qu'avant de remettre la gazinière en place, les fours en place, faites l'abdika de l'endroit qui est derrière. Après, c'est fini. Il n'y aura plus de tramètre qui va rentrer là-bas. Le mari n'a pas besoin de faire l'abdika. C'est peut-être un chidouche que je vous dis, mais pour moi, je ne vois pas un autre moyen de faire une dika correcte que de faire comme cela, au fur et à mesure. Vous allez me dire, bon, on n'en pas après, il y en a qui vendent, dès qu'il y a un safek qui vend, je mets dans la vente, je mets dans la vente. Mais bon, c'est pas évident qu'on puisse tout vendre, des choses qui ne sont pas du tout comestibles, bon, c'est pas évident. En tout cas, voilà, je vous donne ce conseil hein, que je donne à beaucoup et que sont bien contents de le faire. C'est que, en fait, la maison, au fur et à mesure qu'on fait le ménage, tous les endroits très difficiles à abdiquer, à vérifier le soir de midi 4 à mètres, eh bien, on fait l'abdika avant de remettre en place et puis on dit, on marque, abdiquer déjà. Dans les placards, on a une commode à la maison, la commode, il y a nos habits, les sous-vêtements. Et dans les commodes, les enfants ne se gênent jamais de mettre leur frigato, leur bisli, etc. Quand on le nettoie, on vérifie tout. À côté de la fenêtre, il fait bien clair à côté de la fenêtre. Une fois que c'est vérifié, ça y est. Je vais un peu plus loin. Je reste dans mes exemples encore. Dans les tabliers, les habits des enfants, il y a des miettes. On fait les poches. Si vous faites les poches des enfants, théoriquement, dans la théorie pure, il faudrait le soir de Bika Trametz vérifier toutes les poches. C'est à ce moment qu'on fait la Bika. Donc pour éviter, je ne vois pas, hein, c'est Tirakdola, je ne vois pas qu'on puisse faire une chose comme ça, vérifier l'ensemble des poches le soir de Bika Trametz. Ce que vous faites, c'est que quand on fait les poches, la personne qui s'en occupe, il se met à côté d'une fenêtre, bien claire, et au fur et à mesure qu'il enlève les miettes, dans sa tête, il pense qu'il ne fait pas seulement un nettoyage de la maison, il fait un nettoyage, les schèmes d'Ikatrames. Donc les tabliers sont diqués. Bien sûr, après ça, il faut prévenir la famille qu'on ne les utilise plus, bien sûr. On les range pour après Pessah. Mais tous les habits, on sait qu'il y en a beaucoup qu'on n'utilisera pas pour un Pessah, donc on les met de côté et ça y est jusqu'après Pessah. Je pense que c'est un très grand tikkun. Hein, ça s'appelle faire ensuite une bdika meuderet. Alors vous demandez d'après ça, qu'est-ce qu'il lui reste à faire au papa quand il va faire la bdika? Eh bien, il lui reste à faire, il y a toujours beaucoup d'endroits dans la salle à manger, dans la cuisine, hein, où on a l'habitude de laisser du hametz, mais qui sont bdikables, qui sont vérifiables. Avec une bougie, le oraner, on va partout. Mais aller rechercher, et derrière le frigo, et derrière la gazinière, et derrière les armoires qu'on a déplacées, ça, c'est de l'ordre de l'impossible. Donc, le conseil que je donne, c'est de le faire au fur et à mesure. Voilà, ça c'est le premier halakha donc, que je voulais mettre en valeur, et c'est un conseil que je donne, beaucoup le suivent et sont contents de ça. Maintenant, une deuxième chez l'enfant, qui est de plus en plus fréquente. C'est vrai que l'année dernière, cette année, les choses se sont calmées à ce niveau. Beaucoup de gens ne passent pas Pessah chez eux. Bon, cette année, pour beaucoup, ça ne sera pas le cas. De même, l'année dernière, ce n'était pas le cas. L'année dernière, c'était vraiment pas chouette, le confinement, on était confiné à la maison, hein, tout le monde était Pessah dernier, donc on n'a plus ce problème. Mais c'est une halakha qu'il faut connaître parce que le rôle des années, les gens ont pris l'habitude hein, ou d'aller dans les hôtels ou d'aller dans la famille. On va passer Pessah en famille. Donc, on quitte sa maison et les gens demandent comment faire au niveau de la bdika trametz lorsque l'on quitte sa maison. Imaginez une personne qui quitte chez lui 2 jours avant Pessah, une semaine avant Pessah. La halakha dit la chose suivante. Si cette personne, elle sait, a priori, pertinemment, que toutes les fêtes de Pessah ne sont pas chez elle. À l'époque, certains vont en France, la dernière est Israël, vont passer toutes leurs fêtes en Eretz. Donc leur maison est à Babel. Elle est laissée. Beaucoup ont le réflexe de mettre tout à la vente, on vend tout. Et puis, on évite complètement, on évacue complètement le problème de l'abdika. Et du ménage de Pessah surtout.
Sachez que ce n'est pas conseillé de faire ça. Bon, il y a une yann quand même, rouhani, d'enlever quand même le Hametz apparent, quitte ensuite à tout ce qui vous reste, se mettre dans des frigos, dans des placards et le mettre à la vente, mais quand même laisser une maison correcte. Bon, certains vont dire non, pourquoi pas, laisser des miettes sur la table, des restants de petit déjeuner sur la table, c'est déconseillé. Mon avis, c'est déconseillé. Maintenant, si vous faites cela, le fait de vendre tout le Hametz que vous avez fait que, en fait, vous n'avez pas de Hametz. Si vous n'avez pas de Hametz, donc la mitzvah de Biur Hametz, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire, il y a une mitzvah qui consiste à rechercher le Hametz et à le brûler. Bon, ça n'en trouve pas, mais le chercher et le brûler. Si maintenant je vends tout, il n'y a pas de Hametz. Donc, c'est pas cher cette mitzvah, c'est dommage. On perd une mitzvah tassée que nos chachamim nous demandent, mitzvah kiumit, je suis mekayem la mitzvah, en cherchant et en brûlant. Et je ne vais pas faire la bracha al bio chametz que l'on fait Erev Pessah le matin. Comment pallier à cet inconvénient? Eh bien, je conseille en général de laisser une partie de la maison non vendue. Alors, il faut être sérieux quand même. Vous n'allez pas dire je vais laisser une partie dans laquelle il n'y a jamais de tramettes. Une chambre à coucher où on ne met jamais des parents, par exemple, où il n'y a jamais de tramettes qui rentrent. Je laisse un endroit où la salle à manger ou la cuisine que l'on ne met pas à la vente. Dans votre papier de vente, dites tout le chametz qui se trouve dans la maison est vendu, sauf celui qui est dans la salle à manger, par exemple. De telle sorte que, dans la salle à manger, qui s'y trouve ou qui s'y trouvait auparavant, et qui peut s'y trouver maintenant, c'est un doute, on va faire la recherche, eh bien, dans la mesure où cet endroit n'est pas vendu, donc j'ai le riou de faire l'abdicat chametz. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous, le dernier soir que vous passez chez vous, cette année, c'est on a ça Shabbat et dimanche, ça samedi soir le Seder. Imaginez que vous quittiez votre endroit le dimanche, on va dire le lundi. Lundi, vous voyagez dans la famille, vous allez en Israël. Si vous voyagez lundi, la dernière nuit que vous passez chez vous, c'est dimanche soir. Eh bien, ce dimanche soir, vous mettez les 10 morceaux de pain, vous avez l'habitude, vous les mettez on va choisir la cuisine, et vous cherchez dans la cuisine. Ces 10 morceaux de pain, vous les bon, je ne vous rappelle pas les détails de azaït, etc. On tâche de prendre du pain, j'en pitote pour pas que ça fait des miettes, etc. etc. On prend on a quitté, je dis bien, on fait l'abdicat 3-4 jours avant Pessah. Et puis vous voyagez en Eretz Israël. Vous prenez votre petit paquet de Hametz avec vous, dans un sac bien ficelé, bien fermé. Vous voyagez et Erev Pessah, cette année, ça sera jeudi matin. Jeudi matin, on va brûler le Hametz. Vous voyez, je ne me trompe pas quand je dis jeudi matin, oui, l'abdika. Non, l'abdika, c'est jeudi soir, vendredi matin, pardon. C'est vendredi matin. Vendredi matin, on brûle. Après, si je ne me trompe pas, c'est pas Pessah, je pense. Le Seder, c'est samedi soir, donc c'est bien ça. Donc, non. Gérard, tout va bien? Allô? Allô? Pour l'instant, il n'y a aucun souci. Oui, c'est parfait. J'ai vu un message, il y a beaucoup de bugs sur le site. Non, c'est pas pour moi? Non, c'est pas pour, c'est pour le cours qui vient après. Ah, d'accord. Mais pour là, pour l'instant, c'est clair. Donc, je finis donc le schéma. Après, je vais écouter vos questions avant de passer au temps. Donc, je vous répète, donc, tâchez de ne pas vendre toute la maison. Gardez une partie de la maison où vous faites l'abdika avec vous et vous le brûlez. La seule différence qu'il y a, si vous faites l'abdika, dans l'exemple que je vous ai donné dimanche, qui précède plusieurs jours avant Pessah, dans ce cas-là, il faudra faire l'abdika chametz sans bracha. Oui. Alors que normalement, si vous faites Erev Pessah, ou cette année, donc jeudi soir, c'est le dernier, hors l'herba Assar, la vraie date, là, on fait une bracha. On fait une bracha dessus. Là, on ne fait pas de bracha. Dans la mesure, Chachamim ont décrété qu'on fait la bracha que si on le fait le jour qui a été
institué par nos chachamim. Si on le fait avant, on fait une mitzvah, il faut le faire, mais sans bracha. Vous avez compris, hein, une personne qui quitte sa maison quelques jours avant, il peut vendre s'il veut, il peut faire l'abdika sur toute sa maison. S'il veut éviter le trop de travail, il peut vendre l'ensemble de sa maison, le chametz, le chametz qui est chez lui, sauf celui qui est dans la cuisine, nous on a ça à manger. Le dernier soir qu'il passe chez lui, il met 10 morceaux, il fait l'abdika, il prend les 10 morceaux, il les garde dans sa valise. Il ne faut pas l'oublier, hein, une année, une personne, il avait gardé, il a oublié de les brûler, méfiez-vous. Donc à ce moment-là, vous le gardez, et là où vous arrivez, Erev Pessah, le matin, vous brûlez. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire maintenant, c'est les chélotes les plus fréquentes que j'entends. Très fréquemment, les gens demandent cette question, est-ce qu'on fait l'abdika? Est-ce qu'on fait l'abdika? Pas l'abdika? Est-ce qu'on fait une bracha ou on ne fait pas la bracha quand on quitte chez soi quelques jours avant? Allez, j'écoute vos questions maintenant. Une question sur le fait de la bracha, de la mitzvah de Tashbitou, d'exterminer le chametz. Donc, on a bien, enfin, vous avez dit on brûle le chametz le vendredi matin, mais du coup, ça veut dire que pendant Shabbat, par exemple vendredi soir, on fera quand même moitié sur des chalotes ou comme on se sera débarrassé du chametz Donc ça, c'est une question générale que vous demandez, que je vais Ah pardon, ça arrive, c'est ça. Non, je vais répondre quand même. Je vais répondre. Donc, cette année, c'est un peu spécial. Donc, ce que l'on va faire cette année, ce que je dis, c'est donc, c'est toutes les années. Cette année, c'est un peu spécial. On va tout débarrasser, on va tout brûler, on va tout faire comme d'habitude. Seulement, on va garder vraiment les quantités minimales de chametz, on le garde, hein, que l'on va manger avant l'heure. Hein, vous regardez sur les calendriers, l'heure, c'est peut-être 10h30, ça dépend, on est à Israël. Alors, qu'est-ce que l'on fait cette année? On va bien garder précieusement dans des plastiques. Certains demandent, on m'a déjà demandé, est-ce que c'est pas mieux de prendre des pitotes parce que ça n'est pas des miettes? Oui, bien sûr. C'est une vitamoti, c'est du pain et tout, donc on peut faire. Il n'y aura pas de miettes. Donc vous mangez les quantités de pain qu'il faut pour le repas de Shabbat. Hein, il faut faire moti. Il ne faut pas dire non, je suis marmire, il faut faire moti. Et les miettes qui vont rester, hein, bon, encore une fois, je reviendrai là-dessus, mais les miettes qui vont rester, eh bien, c'est peu bisayon, certes, mais bon, les Chachamim me permettent. Vous savez qu'il y a Marloquet, Rabbi Yehuda et Chachamim. Comment est-ce qu'on fait le bio? Rabbi Yehuda dit d'avka avec le feu, il faut brûler. Chachamim disent ou en brûlant, c'est ce qu'on fait en général, ou mes frères vézoré la roi, les miettes et ils jettent en l'air, comme ça, au vent. Hein. Zoré, les orées, hein. On a expliqué, on a déjà fait la melacha de Zoré, hein, le vané. Vous jetez tout ça le vent, donc ça va s'éparpiller, personne ne va en profiter. Bon, le fait maintenant de l'émietter, de le mettre aux toilettes, de tirer la chasse, les poskim disent que ça marche aussi. C'est pas très cavode sur Hamas, mais ça peut être la solution. Hein. Et c'est ce que l'on fait en général. Tâchez de ne pas, ça c'est très important de ne pas regarder des chalotes entières trop grosses parce qu'elles ne vont jamais passer, mais chacun va avoir. Et vous le mangez, et les miettes qui restent, vous le mettez aux toilettes. Voilà comment on va faire cette année. J'ai une question, s'il vous plaît, par rapport à Bdikat Hametz. Si par exemple on prend une miette et on met de la javel dessus, est-ce que maintenant cette miette, on doit faire Bdikat Hametz ou elle est annulée? Alors, il faut bien comprendre, madame. Le fait, il faut faire la Bdikat Hametz et Biur Hametz. La mitzvah, je parle de la mitzvah comme il faut. Faire Biur Hametz. Imaginons un cas théorique. Vous avez plein de chalotes. Vous n'avez pas le temps, c'est trop tard, on ne peut pas le brûler. Vous prenez un bidon de pétrole, d'essence, de tout ce que vous voulez, quelque chose qui va de javel, qui va abîmer le chametz. Vous n'allez pas transgresser les interdictions de la Torah qu'on appelle baliraev el-matzeh. On ne trouvera pas, on ne verra pas chez toi. C'est l'interdiction de possession de chametz. On ne va pas transgresser parce que c'est du chametz qui est devenu complètement nifsal, me'achilat kelev. Personne ne mangera un kelev, ne va pas manger ça. Mais vous n'avez pas fait les mitzvahs de biour. Biour, c'est ou le feu, d'après Rabbi Yehuda, ou bien un feu et zoré la roua, rechamim. Vous avez vous êtes mis en quelque sorte dans un matzav que vous n'avez pas de chametz à brûler. Alors, c'est pour ça que je dis, à quoi ça sert de faire le bdikat hametz dans les poches des enfants si on les passe à la machine avec toutes les lessives et tout ça? La lessive, elle rend le hametz, Je vais vous dire pourquoi, madame.
à mon avis, ça nous est arrivé de retrouver des restants de gâteaux dans les poches, c'était tout à fait mangeable. Je vous dis. Comment je veux dire, quelquefois, là où j'ai vu une fois, on a des billets de banque, vous savez, des fois on met des billets de banque. Ah, catastrophe, on a mis dans la machine avec le billet de banque qui sort, vous le séchez, il sort impeccable, vous voyez. Et la nourriture, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi bonne, mais on ne peut pas dire, on n'a aucune certitude, en 2 mots, on n'a aucune certitude que c'est nifsal, les achilat kelev. C'est très bon, mais dire qu'un kelev ne va pas le manger, c'est surprenant. Donc, on ne peut pas être sommaire pour ça, pour éviter l'abdika. Ok, merci. Autre question? Une question, vous avez parlé des Taniot tout à l'heure. Est-ce que s'il y a un mariage pendant Nissan, est-ce que les Khatanim et la Kala ils jeûnent? Et pour le Ta'anit des premiers-nés, je crois que vous avez dit du coup cette année ça tombe Oui, quoi, en jeudi du coup? Le Khatan Bekala, oui, il jeûne. Khatan Bekala, il jeûne. Ouais. Ça, c'est la première question. Le jeûne du premier-né, oui, on le fait. C'est-à-dire, on essaie, tout le monde essaie et court pour écouter un sioum pour éviter. Mais celui qui a loupé, il doit jeûner, oui. Il doit jeûner. C'est une institution spéciale, c'est une exception, en fait, vous voyez, pour se rappeler des miracles que Dieu a fait. Donc, les Bechorim, ils jeûnent. Mais c'est vraiment l'exception, quoi. C'est le Khatan Bekala et le ce qu'on appelle Tanit Brod, comme il indique. Tanit Brod, c'est mariage pendant Pessah. Et du coup, ça tombe quand du coup on jeûne on va pas jeûner pendant Shabbat, donc du coup on l'avance cette année? Oui. Alors on l'avance ça quand, un vendredi ou à jeudi? Oui, le jour d'avant. Donc vendredi on jeûnera? Enfin les Bechorim. C'est jeudi. C'est jeudi. Je pense que c'est ça vérifier, mais ça sera jeudi, oui. La manière de l'abdika aussi, ça sera jeudi aussi. Hein. C'est comme ça qu'on fait. C'est la dernière soir possible, c'est jeudi. D'accord, merci. Je pense, hein, c'est vérifié, mais je pense. Hein, c'est jeudi, hein. Oui. Jeudi, j'ai étudié ça. Vérifié? Ouais. J'ai vérifié ça. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de visiter une tombe pour se recueillir pendant Nissan? Encore une fois, est-ce qu'on a le droit d'aller se recueillir auprès d'une tombe le mois de Nissan? Écoutez, de manière générale, on ne va pas, c'est des inanimes de Avelout, etc., on ne va pas au cimetière. La question qui est souvent posée, c'est que les gens qui habitent en Khoutz-Alaret et qui sont en Eretz Israël et Tzim, le mois de Nissan, parce qu'ils y sont, ils ne vont pas y aller du tout. Alors, ce qu'on appelle, il y a des hétérim. Mais quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il doit s'arranger pour y aller avant, Erev Rosh Chodesh, ou après, mais pas pendant le mois de... Mais il n'y a pas d'interdiction absolue, vous voyez. C'est Beshata Dacha Gadol, on peut. D'accord. Ouais. Ensuite, autre question. Quand on fait le décart, quand il faut brûler le Hametz, c'est obligatoire de le brûler ou on peut jeter aux toilettes, comme vous avez dit Non. De manière générale, il faut le brûler. Là, cette année, c'est une exception. Et encore, je vous dis, aux toilettes parce qu'on l'a auparavant émietté. Vous voyez, vraiment été. Et donc, c'est comme la chita de Chachamim qui dit que l'on peut émietter le pain et le jeter zoré la roi, et le jeter dans le vent. Mais mettre de la javel dans la poubelle et le mettre dans la poubelle, c'est pas nécessaire. Voilà, surtout pas. Surtout pas. C'est l'occasion pour moi d'élargir un peu le débat sur les poubelles. Sachez que les poubelles, en France, celui qui a un pavillon, la poubelle, on paye pour la louer. C'est un kéli qui est sous le tachat non tacharayut. Ça veut dire que tout le khames qu'on aura mis dans la poubelle. Mais si on met de la javel dessus, c'est plus mangeable. Il est encore à nous. Vous voyez? Donc, il faut absolument. Je ne vous cache pas que le soir de Bdikat Hametz, c'est toute une galère que l'on a. On prend toutes les poubelles dans les plastiques et on essaye de les mettre dans des endroits qui ne soient pas l'endroit qui est réservé à cela. Même dans sa propre immeuble, ceux qui habitent en immeuble, par exemple, et qui mettent ça dans les poubelles de l'immeuble, vous payez pour cela, vous êtes associé à cela. Donc, le Hametz n'a pas quitté encore votre réchoute. Et donc, il faut le sortir de son réchoute. Le fait de mettre dans la poubelle, en aucune manière, ça s'appelle faire le bitou. Par contre,
Par contre, si vous le mettez dans la rue, complètement dans la rue, je ne rentre pas dans les lois municipales, hein, je vous parle d'après la halakha. Il ne faut pas s'amuser à mettre tout dans la rue, mais imaginons qu'un jour, catastrophe, vous savez plus où mettre en remettre, on peut le mettre dans la rue, complètement dans la rue, et le faire efker. Mais ce n'est pas bio. C'est ce que j'expliquais à madame tout à l'heure. La différence entre mettre de la javel et puis faire le bio en brûlant. Ça veut dire que j'ai plus de travail chez moi, je l'ai mis dehors. Mais le biour, c'est le brûler. Donc tout ce qui reste dans les poubelles, en général, on ne peut pas être tout mévaire, tout. On le sort de son réchoute, il faut que ce soit dans le réchoute extérieur. Dans les immeubles, dans les poubelles communes, ça ne marche pas. Dans les containers qu'on a, que chaque pavillon est là, aussi ça ne marche pas. Donc je dis toujours aux gens d'enlever les poubelles de plastique en général, les enlever des containers. À la limite, certains m'ont dit ça y est, j'ai pas pu jeter mes poubelles, elles sont dans le conteneur. J'avais dit à tous, enlevez le plastique qui est dans le conteneur, enlevez-le dans le trottoir à l'extérieur. Mais si vous le laissez dans le conteneur vous appartient. Même si ce n'est qu'une location, mais il vous appartient. C'est encore du Hametz Birchuto, dans son réchoute, dans sa propriété. Donc, Pamash, il faut faire attention à ça. Allez-y. Autre question. Une petite question. Oui. Oui. Une entreprise qui au départ était gérée par des juifs, on conseillé de faire louer par un des employés les locaux pendant Pessah pour éviter d'avoir la propriété de ce local. Mais si maintenant il y a des associés goy qui sont devenus associés à part entière, est-ce qu'on doit faire la même procédure, ou alors est-ce qu'on peut penser que, puisqu'il y a un goy, on va dire que le Hametz appartient au goy, on n'a pas besoin de louer, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit? Absolument. Mais Ikaradine, il faut bien savoir, mais Ikaradine, si vous avez une entreprise et que le goy il vient avec sa gamelle dans laquelle il y a du Hametz, vous ne transgresserez strictement rien du tout. Le seul problème qu'il peut avoir, c'est que s'il laisse traîner son Hametz près de vous, il y a une Xera, Shema Yavo Leorlo. Mais il n'y a pas les interdictions de la Torah de balayer et balayer matzé. Tu ne procéderas pas, tu ne verras pas, on ne trouvera pas chez toi. C'est pas vous. Un goy qui vient avec une bière, ok, mais c'est pas moi. Donc je vais aller même plus loin dans votre question. Imaginons que quelqu'un il abonne un goy, il met dans votre boîte aux lettres du Hametz. Comment ça arrive? Ça arrive. On est des médecins, des pharmaciens qui reçoivent des échantillons quelquefois. Alors là, c'est sûr que Bestam, le juif, ne veut pas acquérir, ne veut pas faire une avéra. Donc il ne veut pas acquérir. Or, on n'est pas connu quelque chose, on n'acquiert pas quelque chose contre son ratson, contre sa volonté. Donc c'est sûr que quand il le met dans la boîte aux lettres, ce n'est pas à moi. Alors quoi faire avec? Bon, ça c'est notre problème. Comme il faut le brûler après, bon, c'est une autre question dont on parlera. Mais en tout cas, je ne l'acquiers pas. Donc je vous rassure, les employés, il faut leur dire, si vous avez des employés ou des associés, vous leur dites gentiment, vous gardez votre gamelle dans votre bureau personnel, pas le mélange avec les autres, et ils peuvent le faire entrer. Bon, ben, certains sont plus durs, ils disent non, ils ne veulent pas, tous les employés, messieurs, pas de Hametz pendant Pessah. Ok, c'est malo. Mais il n'y a aucune obligation minadine. Dans la mesure où ça appartient au goy, il n'y a aucune obligation minadine. Donc on n'est pas obligé d'inclure le local dans la vente de Pessah. Si, vous devez l'inclure pour votre Hametz à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez l'inclure parce que ça se trouve dans le frigo, vous allez oublier quelque chose. Dans les tiroirs de votre entreprise qui vous ont réservé, on a toujours des petits endroits où on peut mettre ses affaires et il peut avoir votre Hametz. Mais pas pour le Hametz des goïms. Mais il me semble que dans le contrat de vente du Hametz, il y a aussi un passage sur le local. Oui, c'est toujours la même chose. Parce que, imaginez que j'ai une entreprise. Moi, j'ai un bureau à mon collège. Au collège, j'ai un bureau, oui. Le collège est fermé pendant la moed. Oui, c'est fermé. Je l'inclus dans la vente. J'y vais pas du tout. Pourquoi je l'inclus dans la vente? Qui me dit que je n'ai pas oublié dans mon bureau du collège, dans mon travail, que je n'ai pas oublié un gâteau ou un morceau de pain? Donc, je l'inclus. Quand il y a une entreprise, un médecin, voilà, il ferme son cabinet. Ça, il a décidé, la moed, on ne travaille pas, il ferme son cabinet. Il est évident qu'il est obligé d'inclure
tout le Hametz qu'il aurait pu oublier. Et il y en a, hein, un médecin, il a souvent des médicaments avec des échantillons qui sont Hametz. Donc on l'inclut le locaux, bien sûr. Oui, mais là, en l'occurrence, il y a un des patrons de cette entreprise qui est Goy. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut louer, sachant qu'il y a une partie qui lui appartient, parce que c'est une shoot-foot en fait. Est-ce qu'on met quand même le local, sachant qu'il y a un des associés qui est Goy? Ah, vous dites autre chose là. Ça vous dit autre chose. Ça vous êtes en train de me dire si le patron est Goy. Non, il y a un associé entre un Goy et un juif qui sont associés dans la même entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on. Dans la mesure où vous êtes associé, vous avez un droit. Oui, bien sûr. Oui, vous avez le droit. Donc, tout le Hametz que vous possédez, vous, personnellement, vous avez le droit de le mettre dans les endroits. Vous, le frigo, vous avez un mini-frigo à vous. D'accord, oui, bien sûr, il y a pas. Oui, bien sûr. Eh bien, cette chose-là, vous avez donné le papier, la Kabbalah au Rav, et le Rav, il va s'occuper de cette location. En tant qu'associé, vous avez le droit. Je dirais même plus, même pas l'employé, quand on lui laisse un placard quelconque, il a un droit sur ce placard. Un autre ne peut pas lui prendre son placard. Et bien, ce droit-là, le Rav se charge de faire la location de l'endroit et du Hametz qui est à l'intérieur. Et c'est ça qui est prévu dans le shtar. C'est ça. Mais bon, en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit, à part peut-être la cuisine, où il y a peut-être quelque chose. Enfin, c'est vraiment. Oui, en général, bon, vous savez très bien qu'on le fait par précaution. Oui, d'accord. Par précaution, bien sûr, pour éviter les problèmes. Voilà. Donc, j'ai une question. Vous m'entendez là? Oui, oui. Oui, j'ai une question. J'habite dans un immeuble. Il y a un érouve où j'habite. Est-ce que si je mange Shabbat dans l'escalier, par exemple, le pain, enfin les chalotes, est-ce qu'il y a un problème ou il n'y a pas de problème? Est-ce que les miettes qui vont rester m'appartiennent ou c'est FKR? Alors, cet endroit, c'est quoi? C'est un immeuble où il y a des goyim et tout? Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, s'il y a des goyim, si maintenant vous mangez, il reste des petites miettes, cet endroit-là, vous pouvez dire que vous le faites FKR, vous avez le droit de faire FKR là-bas. Puisque vous le faites FKR, donc ça y est, vous n'avez plus un chiyuv de bio dans ça, il n'est plus à vous. Le problème, c'est que je ne vous cache pas que s'il y a beaucoup de juifs qui habitent là-bas, il faut éviter de laisser du Hametz qui est à vous. Mais le mieux, c'est de le sortir complètement. Mais sinon, ça marche. Vous le non, je pense, non, quand je dis, c'est des petites miettes. Quand, oui, vous savez, oui, on mange un peu de chalotes, ça s'émiette un petit peu. C'est pas c'est bon, c'est Batel Mimela. C'est pas des morceaux. Les morceaux, je vais les mettre dans les WC, mais les petites miettes, je n'ai pas besoin de les ramasser, quoi. Oui, voilà, vous n'avez pas besoin de les ramasser. Voilà. Vous faites, vous laissez. En général, il ne faut pas laisser des gros morceaux, on parle vraiment des miettes. Non, non, des miettes. Des miettes. De toute façon, on va marcher dessus, donc il n'y aura aucun problème. Autre question? Si, il y a une voiture qui n'est pas à moi, par exemple, mais que j'utilise souvent pour faire accompagner, que ça appartient pas à un juif. Est-ce que je suis obligé de nettoyer ou pas? Alors, pour répondre à votre question déjà, hein, il faut savoir que quand on a une voiture personnelle, c'est un reshoot qui est à nous. Très certainement dans l'année, à moins que vous soyez très, très, très macide, on a mangé du Hametz dedans, donc il y a un chiyuv de bdika dans les voitures. Agave, j'en profite en passant pour vous dire que je vous conseille vivement de faire la bdika, le nettoyage de la bdika de votre voiture avant le soir du bdika Hametz. Parce que là, je vous dis, on n'a pas le temps. Donc, vous la nettoyez d'abord avec ce qu'il faut, et puis vous faites une bdika. Si elle est dans la rue, s'il y a un gros soleil, vous allez regarder sous les fauteuils les schèmes bdika pour enlever le Hametz, pour faire la bdika. À un moment, vous dites à votre famille, ma voiture est bdiquée, on ne rentre plus avec du Hametz dedans. Ça, c'est mon Hametz, c'est ma voiture. Maintenant, votre cas spécial, vous empruntez une voiture d'un ami. Donc, je suppose, si vous avez rentré de votre Hametz, c'est sûr qu'il y a un chiyuv de faire la bdika, de faire un ménage, d'enlever tout votre Hametz. Si maintenant, c'est une voiture que vous empruntez, mais que le Hametz ne vous appartient pas, c'est un petit peu comme si un ami vous dit, je te prête ma maison pendant Pessah. Est-ce que j'ai le droit de vivre dans une maison d'un ami sans aucune bdika qui a été faite avant? C'est sûr qu'il y a la xéra même. Il n'y a pas le problème de possession du Hametz,
Balira et Balematzé, mais il y a le problème chez Balé Bolorcho. Il y a toujours deux problèmes. Il y a la possession et la xéra de peur que je sois à manger. Donc, si vous êtes dans un endroit avec du Hametz, il faut le faire. Donc, si vous prenez la voiture d'un ami qui est pleine de Hametz, c'est évident qu'à cause de la xéra chez Mayabolorcho, il faut la nettoyer et enlever le Hametz. Voilà. C'est clair? Mon ami le fera, à moins que vraiment ils ne veulent pas le faire. Mais normalement, pour prendre une voiture comme ça, il faut vraiment qu'il y a du Hametz dedans. Si j'ai fait aucune dika, il faut quand même nettoyer, vérifier qu'il n'y a pas de. Même si c'est un non-juif, quoi. C'est Même si ce n'est pas un juif, je veux dire, la personne. Ah oui, imaginez que bon, c'est vrai que c'est pas, pas les manger, mais on peut imaginer que, un cas, il a oublié une bouteille de bière. On peut imaginer, c'est un cas, on peut être amené, hein, donc il faut vérifier qu'il n'y a pas une bouteille de bière. Vérifier, de passer un coup d'œil dessus, occuper, habiter dans une maison. J'ai envie de dire un jour, imaginez que vous preniez une chambre d'hôtel Cholamoued, voilà, un cas comme ça. Vous savez qu'il y a des chambres d'hôtel, où il y a des petits frigos, il y a du Hametz dedans, il y a de la bière dedans. Dans ce cas-là, il faut vraiment mettre du scotch devant. C'est pas à vous, c'est vrai que c'est pas à vous. Il faut mettre du scotch. C'est ce qu'on appelle Chiyuv Mechitza. Hein, quand je vais terminer avec cette halakha-là. Quand ceux qui gardent du Hametz dans les frigos, dans les placards, il faut fermer les portes. Et si maintenant on ne peut pas fermer les portes, imaginons que vous avez des paquets de restants de pourrine, des paquets de gâteaux. On ne peut pas laisser ça comme cela dans une pièce. Ou vous fermez la pièce, et donc vous avez une mechitza, la porte, et si vous voulez utiliser la pièce, dans ce cas-là, il faut mettre une mechitza. Ça s'appelle chiyuv mechitza, pour se rappeler qu'il y a un problème de Hametz. N'oubliez pas cette chose-là. J'en profite aussi pour vous ajouter une halakha qui est très très souvent demandée. Quand dans le placard, vous avez mis votre Hametz, vous avez mis vendu dessus, et que, comme par hasard, dans ce placard, il y a des objets dont vous avez besoin pendant Pessah. C'est ma question. Hein, c'est une question classique. Alors ça, je vous rassure, on s'arrange avec le goy à qui je vends le Hametz. Je dis, voilà, on te loue toutes les parties, mais sache qu'il y a beaucoup de juifs qui vont oublier dans les placards, ils vont oublier un tire-bouchon, ils vont oublier quelque chose. Alors, bien que ça t'est loué, théoriquement, on n'a pas le droit d'utiliser ces endroits puisqu'ils sont loués à toi, monsieur le goy. Mais tu permets qu'ils aillent le prendre. Bon, ils s'en fichent complètement, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai loué les locaux pour que le Hametz soit là-bas, mais je permets à mes vendeurs de Hametz, d'aller prendre. C'est très intéressant quand on a ça. Chaque année, j'ai cette question. Les gens disent, ah là là, j'ai loué une chambre, tout est vendu, mais on a oublié quelque chose de très chachouf dedans, on a le droit de chercher. Voilà, messieurs. Excusez-moi, mais on a le droit de rentrer par rapport à quoi? C'est indiqué dans une clause de la vente? Oui. On s'arrange avec le goy. On s'arrange avec le goy. Les rabbins s'arrangent avec le goy qu'on te loue les locaux, mais on demande le reshoot d'utiliser le cas échéant. Je vais vous donner un cas, vous allez tout de suite comprendre. Vous savez très bien qu'il y a, je vous ferai un shiur complet là-dessus, sur les médicaments. Hein, on va parler des pommades, des déodorants, enfin, des dentifrices. Bon, c'est encore un shiur. Là, aujourd'hui, je me suis concentré du mois de Nissan et d'Abdikat Hametz. On va élargir le débat après. Il y a beaucoup de médicaments, il y a du Hametz, mais qu'on peut utiliser le cas échéant. On verra. Les genres, les Doliprane, etc., on peut utiliser. Maintenant, beaucoup de gens disent, oui, mais il y a du Hametz quand même, il y a de l'amidon, j'ai envie de le vendre. Pas le garder. Je dis, mais si tu en as besoin, tu sais que c'est cachère, et il y a des fois des enfants qui ont besoin de ces cachets, personne qui a des grosses douleurs, hein, Doliprane, il y a des Doliprane qu'on a le droit de prendre. J'expliquerai pourquoi, hein, malgré le fait qu'il y a du Hametz dedans. Alors on s'arrange avec le goy, on lui dit comme ça, on dit voilà, les médicaments qui sont à toi. Ils sont à toi, mais on te demande, est-ce que tu acceptes, bien sûr moyennant finance, on va s'arranger si c'est le cas, que si une personne a besoin de ces médicaments, il les prend, il te les paye. T'en fiche le goy. Donc on fera le bilan, on fera l'inventaire, après Pessah, tout le Hametz qui appartient au goy, qui aura été utilisé par les Juifs, et ben on le paiera. Vous voyez? Donc ça existe ce concept-là que
on fait un avenant au contrat. Quelquefois, ce sont des choses qu'on ajoute oralement. On s'arrange, on connaît le goy. En général, on prend toujours le même goy, il est habitué parce que ça prend beaucoup de temps d'expliquer tous les kinyanim. Donc, on lui explique tout comment ça marche. Il a l'habitude, on dit voilà, si, à ceci, ça, cela. Et je vais finir avec une petite anecdote intéressante. Une fois, le gars, il a dit mais quoi, c'est vraiment vrai que tout le mashké, c'était un Moldave. Tout le mashké est à moi, il a dit ah, je vais. Il m'a dit comme ça. Il est allé chez le Rav Nizar, il a dit je vais, c'est à moi, je vais prendre des whisky. Ça veut dire que c'est vrai. Tu vois, ça veut dire que c'est une vraie vente, c'est pas une blague. Voilà, messieurs. Alors, Baruch Hashem, qu'on a fait ce shiur, donc les Ilou Nishmat de Mesod, donc Ben Yaakov Habib, et que son srout, il est Yagan Alenu, et que Ben Hashem, bon, on se revoit déjà les semaines, il ne reste pas beaucoup, hein, peut-être 2 ou 3 lundis ici Pessah. Je tâcherai de vous donner l'essentiel donc des Sadachot. N'hésitez pas à une liste de questions sur Pessah. Hein, c'est une foison. J'ai donné des shiurim depuis de très nombreuses années. Il y a un foisonnement de questions. Merci beaucoup, hein, parce que je ne savais pas pour la voiture. Merci beaucoup. Comme ça, maintenant. Voilà, vous allez faire. Allez, quoi tout, messieurs. Bonne soirée, bonne étude. Zach, Chakoa. Allez, Zach, tout le monde. Et bonne santé. Amen. Amen. Bonne santé. Merci beaucoup, Rav Zerbi. Merci. Allez, quoi tout,